Bonjour, dans le cadre du MOOC sur la prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant, je vais vous présenter le cours sur la qualité de l'air intérieur. Mon nom est Bruno Housset, je suis professeur de pneumologie à l'hôpital intercommunal de Créteil. Pourquoi s'intéresser à la qualité de l'air intérieur? La première raison, c'est que la pollution tue. La pollution tue environ 7 millions de personnes par an dans le monde. Vous avez ici sur cette diapositive une estimation sur la France des parts de mortalité qui sont liées à la pollution. Et je vous recommande ce site qui vous donne des informations en bleu pour les maladies non transmissibles, en orange pour les maladies transmissibles et en vert pour les accidents. Et en fait, vous voyez qu'il y a un certain nombre de pathologies dont la mortalité est pour partie expliquée par la pollution de l'air. Une seconde raison de s'intéresser à la qualité de l'air intérieur, c'est qu'en fait, on y passe 85 à 90% de son temps. On passe en moyenne 16 heures par jour dans son logement. Donc, ça paraît important de regarder ce qui se passe, d'autant que les personnes les plus sensibles y passent encore plus de temps, qu'il s'agisse par exemple des jeunes enfants, des femmes enceintes, des malades et des personnes âgées. Donc c'est un sujet important et on a une idée de la composition de la pollution intérieure, vous le voyez sur cette diapositive. Et en rouge et en orange, ce qui est important, c'est de voir que les particules de moins de 2,5 microns de diamètre, qui sont particulièrement toxiques, font l'essentiel de la pollution intérieure, avec les 2/3 qui proviennent en fait de l'extérieur. Donc les 2/3 de la pollution intérieure sont le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis vous avez d'autres éléments qui vont concourir à la qualité ou la mauvaise qualité de l'air intérieur, notamment les composés organiques volatiles. Je voudrais vous parler d'un travail qui a été fait en Europe, dans de différents pays, sur la qualité de l'air dans les écoles et les manifestations cliniques que cela entraîne. On voit ici qu'il y a des polluants qui sont des polluants chimiques, par exemple l'ozone, le limonène, mais aussi les composés organiques volatiles, mais aussi les particules de moins de 2,5 microns, aussi des polluants physiques en termes de température, d'humidité et de ventilation des bâtiments. Ce qui manque sur ce travail, ce sont les éléments microbiologiques qui peuvent polluer l'air intérieur, comme les allergènes, les pollens ou les germes, virus ou bactéries. J'en reparlerai tout à l'heure. Et vous voyez ici que ces polluants vont être à l'origine de symptômes essentiellement respiratoires ou ORL. Il peut aussi y avoir des symptômes cutanés ou oculaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La diapositive suivante vous montre en fait des résultats chiffrés qui montrent qu'il y a un lien statistique sur l'existence d'un symptôme dans les 3 mois qui précèdent l'enquête avec les limonènes. Donc c'est un terpène qui donne cette senteur un peu d'agrumes dans un certain nombre de détergents et donc qui en fait peut être pro-inflammatoire. Il est également présent dans les huiles essentielles. Et puis l'ozone, qui est aussi un polluant qui est généré par des instruments bureautiques. Et puis enfin la température. Si la température est basse, vous avez plus de symptômes respiratoires. J'aimerais vous parler maintenant de 3 études qui ont été faites plutôt à l'hôpital. Dans ce travail qui a été réalisé dans les hôpitaux civils de Strasbourg, on s'est intéressé en fait à la survenue d'un asthme, au risque de développement d'un asthme en fonction de son activité professionnelle et à la manipulation de produits nettoyants. Et vous voyez ici en haut que le fait d'être exposé à ces produits est associé en fait à un asthme plus fréquent. Et puis quand on regarde les tâches associées à ces symptômes d'asthme, c'est essentiellement la manipulation de détergents et d'ammonium quaternaire. Donc il faut vraiment faire attention aux produits qui sont utilisés pour nettoyer notamment les sols. Donc cet autre travail concerne des infirmières asthmatiques. Il y a plus de 4000 infirmières asthmatiques qui ont été sollicitées pour travailler sur ce sujet. Et en fait, on a fait
le croisement entre le contrôle de l'asthme, c'est-à-dire le fait que l'asthme, effectivement, était avec ou sans symptômes. Il y a une échelle qui s'appelle le test de contrôle de l'asthme et qui permet de savoir si l'asthme est contrôlé ou pas. Et on l'a croisé avec des matrices emploi, tâches, exposition qui permettent de savoir quels sont les éléments utilisés pour nettoyer et désinfecter. Et on voit dans ce travail qu'en fait, la manipulation de désinfectants, notamment l'eau de Javel ou l'eau oxygénée, est associée à un mauvais contrôle de l'asthme, et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans cette étude avec les ammonium quaternaires, mais la question est différente de la question qu'on a envisagée sur le travail précédent. Un autre travail qui a été fait là aux États-Unis, en pédiatrie, on a recruté 163 enfants, dont 22% étaient asthmatiques, et un tiers avait fait une crise d'asthme dans l'année précédente. Et on a regardé les facteurs d'exposition, et une fois qu'on a fait une analyse multivariée, c'est-à-dire qui tient compte de différents paramètres et qui ajuste sur un certain nombre de facteurs de confusion, on voit que l'existence de peinture dans les locaux, dans les logements, dans l'année qui précédait en fait la consultation, montre qu'il y a un risque d'asthme associé au fait d'avoir eu de la peinture dans son logement. Donc ça insiste sur le fait que ces peintures, ces vernis, ces colles émettent des composés organiques volatiles qui sont pro-inflammatoires et peuvent déclencher des manifestations asthmatiques. C'est dire, vous l'avez compris, qu'il est extrêmement important de faire attention non seulement aux produits qu'on utilise à l'intérieur des maisons, aux peintures, aux meubles qu'on peut y installer. Et bien sûr, la ventilation est un élément essentiel, un élément clé. Et jusqu'à maintenant, la ventilation dans les locaux, c'était essentiellement tourné vers la conservation de l'énergie, éventuellement le confort sur la température et l'humidité, mais pas du tout sur les aspects de qualité de l'air. Actuellement, on s'intéresse à la mesure d'un certain nombre de produits dans l'air ambiant, mais la pandémie de SARS-CoV-2 récente a souligné le fait qu'il y avait un risque infectieux lié à la ventilation, lié au fait que si on est confiné dans des locaux et qu'il y a un sujet qui est porteur d'une maladie infectieuse, il risque de le transmettre, soit dans la pièce où il est, mais aussi via la ventilation. Et donc il y a ici un travail qui a été publié dans Science, une grande revue, qui insiste sur le fait qu'il faut se pencher sur les mécanismes de ventilation des locaux et qu'il faut probablement revoir un certain nombre de principes de ventilation en prenant en compte le risque infectieux. Pour conclure, il faut mesurer les polluants intérieurs. Une réglementation va se mettre en place pour mesurer ces polluants. Il faut renouveler l'air, soit par un système de ventilation, je viens d'en parler, il doit prendre en compte un certain nombre de paramètres. Il faut aussi aérer les locaux de façon à renouveler l'air. Et c'est là où intervient éventuellement le capteur de CO2 qui va vous indiquer le fait que l'air n'est pas suffisamment renouvelé. Enfin, il faut faire attention aux personnes sensibles, les femmes enceintes, les enfants, les nouveau-nés, mais aussi les sujets âgés et les sujets qui souffrent de maladies respiratoires chroniques. Merci pour votre attention.